On y va. Chers amis, bonjour Henri Bonjour. et Nicolas. Malheureusement, nous ne pouvons pas nous déplacer demain pour Nicolas à Arles parce qu'il n'y a plus de billets. Bon. Euh, et comme nous ne pouvons pas, pour des raisons écologiques, prendre la voiture, euh, c'est par vidéo, ce sera peut-être plus sobre, mais j'espère tout aussi efficace. Alors voilà, on a un programme, vous avez vu un programme de second semestre, de deuxième semestre, pardon, euh, plutôt dense, fort, assez politique et assez lié à la question des transitions. Euh, on en est très heureux. Vous avez vu le Rifkin, vous avez vu le Quesada, vous avez vu le Stiglitz, le Quesada, vous avez vu le Nicolino, etc. Le Cochet déjà. Et le deuxième, c'est octobre-novembre. Il y a des projets aussi lourds et importants. Juste un petit incise, Nicolas, on n'en a peut-être pas parlé la dernière fois. En fait, nous 10 ans, donc le 10 octobre, et peut-être qu'on peut annoncer aussi qu'on va lancer une chaîne de vidéos en octobre, novembre, sur nos sites pour promouvoir la transition, voilà, avec des intellectuels, des penseurs, des praticiens de la transition, etc. Voilà, alors maintenant, nous commençons. Nicolas, vous vouliez dire quelque chose? Ah bon, Non. peut-être plus tard. On va commencer par octobre. Vous présentez Alors, octobre. octobre, j'ai présenté. Alors, Je on vous s'est laisse. partagé par temporalité, chronologie. Nicolas présentera novembre et je présente octobre. Alors, octobre, un des livres, il y a du lourd, si je puis me permettre. Éloi Laurent, François Boulot, Jérémy Rifkin. Euh, donc c'est plutôt des livres importants, des auteurs importants, et toujours en phase avec l'actualité et la crise dans laquelle nous sommes. Voilà. Alors, je vais commencer par Éloi Laurent parce que Éloi Laurent est un de nos auteurs les plus importants par ses compétences et par les perspectives qu'il dessine sur les alternatives économiques. Éloi, vous le savez, est prof à Harvard, prof à Stanford, prof à Sciences Po, donc il a tous les galons de général de l'économie, et pourtant il pense différemment l'économie. C'est un des seuls économistes de cette importance à penser des vraies alternatives. Et en cela, c'est un penseur extrêmement intéressant. Dans le livre qu'il commet pour octobre et que nous avons reçu il y a quelques semaines, donc nous en avons la teneur et la substance, le titre est très éloquent, hein, c'est Sortir de la croissance mode d'emploi. Euh, le titre est éloquent et semble-t-il très efficace. Et je le dis, c'est peut-être la première fois qu'un économiste de ce calibre parle de sortir de la croissance. Daniel Cohen l'a esquissé dans certains de ses livres, mais surtout donne le mode d'emploi. C'est un livre qui fera pas plus de 200 pages, donc très dense. C'est un livre très efficace. C'est un livre, à notre avis, très important. Il paraît impensable qu'il n'ait pas des gros médias. C'est un remarquable pédagogue, euh, parce que le sujet est d'une rare force. Que dit Éloi Laurent? Il dit une chose très simple. Dans le monde d'aujourd'hui, la croissance n'est pas la solution. La croissance, c'est le problème. Or, vous savez que dans la plupart des pays du monde, développés en tout cas, la croissance, le PIB, le taux de chômage sont les principaux indicateurs et les principaux leviers des politiques économiques. Éloi Laurent dit: ces leviers nous mènent dans l'impasse et le chaos. Impasse environnementale, impasse sociale avec creusement des inégalités, impasse de la santé euh, physiologique et psychique des citoyens qui, dans des moments de croissance forts, contrairement à ce qu'on pense, sont dans le mal-être, dans ce qu'il appelle l'épidémie de solitude, dans la rivalité de l'ostentation, dans la consommation. Bref, c'est un tableau qu'il dresse sur nos économies aujourd'hui, dont le levier, le pilote quasi automatique sont les indicateurs de la croissance, sont des économies qui vont, des pays qui vont dans l'impasse. Ça, c'est le constat. Le constat est extrêmement bien dressé. Il montre comment on va, comment ça se passe. Et après, il y a comment sortir de la question de la croissance. Il prend l'exemple d'un pays, la Nouvelle-Zélande, qui a été quand même un des pays, souvenez-vous, en début des années 80, lorsque a été lancé ce qu'on a appelé néolibéralisme, les trois pays phares du néolibéralisme, c'était les États-Unis avec Reagan, la Grande-Bretagne avec Thatcher et la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande en 2019, c'est une véritable révolution, a dans sa constitution énonce que la Nouvelle-Zélande doit sortir du diktat de la croissance et mettre au cœur
de son développement politique et économique le bien-être de ses citoyens. C'est une révolution épistémologique, philosophique majeure qui, on le pense, vu les contraintes environnementales et sociales telles qu'elle fera de nombreux petits dans les années à venir. Et Éloi Laurent parle de cette transition au niveau national, au niveau européen, au niveau des entreprises, au niveau territorial. Le cœur vraiment de la question pour Éloi Laurent, c'est de changer les indicateurs, ce qu'on appelle les indicateurs de richesse. C'est intégrer dans la croissance, dans l'économie, le calcul de l'économie, pardon, les externalités. C'est intégrer la question de la soutenabilité, intégrer la question de la sociabilité, intégrer ce que Amartya Sen appelle la capacité, c'est-à-dire la capacité pour chaque individu de s'épanouir dans une société qui est un gardien pour elle de son épanouissement et de son développement. C'est aussi la question environnementale, bien sûr, et sociale. C'est toute cette structure qu'il faut modifier et changer au niveau européen, donc sortir des dogmes de l'austérité, de la croissance du PIB. Au niveau national, même chose. Il explique comment on fait, comment on peut faire, quels sont les investissements à faire, ce qu'il appelle les transvestissements. Mais aussi au niveau des entreprises, par exemple, arrêter de penser que l'entreprise, le seul but de l'entreprise, c'est le profit. Aujourd'hui encore, le profit est au cœur des entreprises privées en particulier, mais de dire que c'est les bénéfices mutuels qui doivent l'emporter. Il montre très bien qu'une entreprise privée, de toute façon, ne se développe que par des institutions publiques qui est gardienne d'un marché économique, que par des transports qui sont publics, que par la santé de ses citoyens qui leur permettent de travailler, qui sont publics, et par l'éducation, bien entendu, en France, qui est publique. Donc il y a de sorte même, toute entreprise privée ne peut se développer sans une assise publique extrêmement forte. Et l'entreprise privée est redevable à une dette à ces investissements publics qui ont été faits. Il y a donc un retour important des entreprises privées vers les entreprises, vers le public. Il y a ça. Et puis, il y a aussi le fait qu'il faut considérer l'entreprise non pas comme un isolat fermé, mais comme un organisme où les collaborateurs et ceux qui y travaillent font partie de la richesse de l'entreprise, et les externalités, c'est-à-dire environnements sociaux et publics, réagissent et retragissent sur l'entreprise. C'est donc un nouveau mode d'entreprise aussi, de trans-entreprise qu'il faut créer, et notamment, il donne un petit chapitre qui est passionnant, c'est comment changer la comptabilité au sein des entreprises. Comment on doit aujourd'hui changer une comptabilité qui date de la Renaissance italienne, qui n'a été pas sur les structures, qui n'a pas changé, qui a été modifiée sur les marges, qui a été affinée, mais c'est une structure où la seule comptabilité valable reste le capital financier, et pas du tout le capital naturel ou le capital social. Il s'agit aujourd'hui de changer les comptabilités des indicateurs de richesse globaux, les comptabilités aussi des entreprises. C'est un livre, je pense, qui fera date, parce que, à ma connaissance, il n'y a pas de livre aussi précis sur le constat et aussi précis sur la manière dont on peut agir aujourd'hui pour sortir de la croissance qui est mortifère pour nos pays, la question sociale ou la question environnementale. Voilà, un livre auquel on croit beaucoup, et merci donc de le pousser au maximum. Alors, on va peut-être parler juste dans la suite encore. C'est un livre, cette fois-ci de Jérémy Rifkin. Jérémy Rifkin, politologue, futurologue, extrêmement connu aux États-Unis, sans doute un des plus célèbres, peut-être le plus célèbre futurologue dans le monde. Jérémy Rifkin est l'auteur chez nous déjà de 3 livres, pardon, dont les 2 derniers, La troisième révolution industrielle, a dépassé les 40 000 exemplaires. La nouvelle société du coup Marginal Zéro, un titre totalement ésotérique qu'on a pu lui faire changer, qui a dépassé les 30 000 exemplaires, donc même avec des titres ésotériques, Jérémy Rifkin a un public large. Je précise que Jérémy Rifkin sera 3 jours à Paris du 15 au 18 octobre pour présenter son livre. Quand Jérémy Rifkin est à Paris, inutile de vous dire que tous les médias se précipitent, donc la médiatisation de ce texte sera extrêmement importante. C'est pas rien pour le lancement d'un livre. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce livre ? Eh bien, au fond, ce livre est l'incarnation des 2 précédents textes de Jérémy Rifkin. La fin de la civilisation fossile, c'est le titre. Vers un New Deal vert, c'est le sous-titre. Là encore, ce titre et sous-titre sont très éloquents, me semble-t-il. C'est la fin de la civilisation fossile, c'est-à-dire la fin de toute l'économie fondée sur des énergies fossiles, gaz, charbon, pétrole, nucléaire, etc.
En quoi cette théorie, en quoi cette pratique s'inspire de la grande théorie de Rifkin sur la troisième révolution industrielle? Eh bien, tout simplement parce que Rifkin démontre dans ce livre ce qu'il disait, en ce sens que les grandes mutations dans les sociétés occidentales, il y en a eu 5, nous sommes au cœur de la dernière, c'est la conjugaison de deux révolutions, de l'énergie et des communications. Vous avez compris qu'aujourd'hui, les deux révolutions de la communication et de l'énergie, c'est énergie renouvelable pour les énergies, Internet, réseau pour les communications. La conjugaison de ces deux révolutions font une mutation profonde de nos sociétés. Et ce que dit Rifkin, par exemple, c'est qu'on va progressivement sortir du fossile, c'est-à-dire la chosification, pour aller vers le relationnel immatériel, c'est-à-dire le renouvelable, et avec l'association du numérique et de l'Internet immatériel, eh bien, on va pouvoir autonomiser progressivement nos énergies, chez nous par exemple, et redistribuer le surplus sur les réseaux et sur le net. C'est donc une conjugaison extrêmement importante qu'il explique dans ce livre, comment la faire. Je rappelle que Rifkin conseille la Chine, conseille l'Europe, conseille Berkel et conseille en France, les Hauts-de-France, précisément au nord. Voilà. Pour Rifkin, bien entendu, comment sortir de l'époque fossile? Eh bien, c'est tout ce qu'il raconte. Euh, Comment aujourd'hui il faut saisir l'opportunité du mouvement des citoyens extrêmement forts dans le monde, dans certaines villes américaines, pas l'État fédéral, mais certaines beaucoup de villes américaines, mais aussi de ce mouvement extrêmement important des citoyens et des jeunes aujourd'hui. Voilà. Il faut absolument s'en saisir si on veut résoudre la question climatique et d'environnement et de crise environnementale en général. Et effectivement, je disais que quand il parle de la société collaborative dans son dernier bouquin, il dit qu'on ne peut pas sortir de l'impasse climatique ou de l'impasse environnementale si on ne pose pas la question de la fin de la civilisation fossile en termes d'énergie, mais aussi en termes relationnels, c'est-à-dire en termes de changement et de transition anthropologique et économique. Je veux dire par là qu'on ne pourra sortir de l'impasse environnementale et écologique que si on repense le socle de nos valeurs dans nos sociétés développées. Et passer effectivement, ce qu'il dit, d'une société fondée sur la compétitivité à une société fondée sur la coopération et ce qu'il appelle l'établissement progressif d'une société collaborative. Des exemples précis, la jeunesse par exemple aujourd'hui prête beaucoup plus qu'elle n'achète. Hein, c'est la crise, la question de la propriété. Euh, 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 Ça veut dire tout simplement qu'on entre dans une économie de plus en plus circulaire et de fonctionnalité. C'est-à-dire que ceux qui prêtent, par exemple, n'ont qu'un intérêt, c'est que les produits qu'ils prêtent, s'ils le louent ou s'ils le prêtent, soient des produits qui soient régénérés, restaurés, etc. Et qui ne soient pas jetés. Donc on échappe progressivement à ce qu'on appelle, ce que la touche appelle l'obsolescence programmée. Par exemple, ce sont des exemples. Mais c'est aussi, par exemple, la société collaborative, c'est aussi la conjugaison du numérique et du réseau. Euh, euh, Pour un exemple en France, par exemple, en France, 15 à 20% de la consommation d'essence provient des personnes qui recherchent une place de stationnement. Si vous avez des capteurs qui vous indiquent que telle place est libre, toute cette consommation va baisser. Même chose pour lorsqu'on vous indique tel ou tel bouchon et qu'on vous prend des itinéraires qui sont plus libres. Là aussi, ça va baisser. Même chose dans l'établissement, ce qu'on appelle des villes intelligentes ou des appartements intelligents. Voilà. Il montre que toute la société de compétitivité chosifiée, fossile, est en train de subir une transformation vers une société de coopération, collaboration, de l'immatérialité, de la relation et de l'indépendance et d'autonomie. Ça, c'est extrêmement important chez Jeremy Rifkin, et c'est en cela d'ailleurs qu'il est pionnier et extrêmement intéressant pour nous dire comment va se passer cette transition. Donc, livre aussi très important de Jeremy Rifkin, ben ça je sais que vous en êtes conscient, ne serait-ce que par les ventes des deux précédents, plus de 40 000 pour l'avant-dernier, plus de 30 000 pour le dernier. Il me reste, je suis peut-être un peu long, je vais passer à François Boulot. François Boulot, le titre Le Réveil citoyen est un titre provisoire pour l'instant. François Boulot, beaucoup d'entre vous ont dû le voir souvent à la télévision, dans les radios. C'est une des figures tutélaires et importantes des Gilets jaunes. En deux mots, si vous l'avez vu d'ailleurs, il faut regarder les vidéos. C'est un homme extrêmement, je dirais presque austère, hein,
très compétent et qui a débattu avec le vice-président du MEDEF, avec Schiappa, etc. dans les médias. Et à chaque fois, on a été un peu stupéfait par la qualité de ses arguments, par la qualité de ses connaissances, à la fois économiques et politiques. Et à chaque fois, je dois dire, il a eu le dessus sur la plupart des mentors politiques traditionnels, tant sa conviction est forte, et tant sa connaissance des processus économiques est forte. Dans ce livre est très intéressant parce que c'est un retour amont un peu sur sa trajectoire qu'il va évoquer. Retour amont sur sa trajectoire et comment progressivement il s'est intéressé au mouvement de Gilets jaunes et il en est devenu une des grandes figures, un des grands messagers. Aujourd'hui, il est invité partout. Intéressante parce que François Boulot fait partie de ces personnes qui, il y a encore quelques années, il est avocat à Rouen, il y a encore quelques années, d'une famille bourgeoise très classique qui, en 2007, a voté par exemple Nicolas Sarkozy. C'est quelqu'un qui était persuadé que le libéralisme, le néolibéralisme, fondé sur la compétitivité, sur le profit, etc., était un système d'enrichissement qui allait dégouliner du haut vers le bas de façon spontanée et libre. Il en était persuadé et il défendait ses propos. Progressivement, il s'est posé certaines questions. Il le racontera dans ce livre et il raconte surtout comment est-ce qu'il est sorti de son coma politique. C'est une expression très forte qu'il a, coma politique. Comment il s'est rendu compte progressivement en lisant. C'est un type absolument étonnant qui a une méticulosité, une exigence. Il a par exemple regardé les budgets, il a épluché les 5 derniers budgets français et européens. Et comment il y avait, pour lui dire, des contradictions. Donc il a travaillé, il a lu, énormément lu, et sa conviction première s'est effondrée, et il s'est rendu compte que le système économique et politique dominant est un système quasi d'effondrement, et qu'il fallait absolument le changer, le revoir, l'amender. Voilà. Et c'est comme ça que progressivement il est entré, il racontera cette histoire. Un jour il est sur un rond-point pour voir comment ça se passe. C'est quelqu'un qui est, je vous dis, plutôt voilà, un petit costume assez grand, maigre, parlant plutôt bien, et dans le rond-point, quelqu'un dit qu'il veut faire le résumé de ce qu'on a dit, et François Boulot se propose, et là, il prend la parole, et il galvanise. Il galvanise parce que c'est précis, c'est clair, c'est argumenté, c'est intelligent. Voilà. Il est devenu donc cette figure aujourd'hui que vous connaissez tous. Son livre, il sera écrit, il commence à écrire en ce moment, il nous le remettra fin août, et on sort donc tout à fait début octobre, avec un lancement aussi médiatique très fort. Ce sera cette histoire, trajectoire d'un homme qui était plutôt néolibéral ou libéral, qui passe dans une critique radicale de l'économie libérale et qui devient une autre figure des Gilets jaunes. Je pense que c'est un témoignage extrêmement important. C'est toujours intéressant de publier des personnes qui étaient dans un domaine, qui avaient des convictions, et qui progressivement, à l'expérience des faits, changent de conviction. C'est toujours plus intéressant que quelqu'un qui est né avec des convictions et qui meurt avec les mêmes. Voilà. Alors, est-ce que j'ai d'autres choses? Oui. Alors, Alain Supiot, on est très heureux qu'Alain Supiot nous rejoigne. Vous savez que c'est un auteur de Fayard et un auteur du Seuil. Et Alain Supiot a décidé de nous rejoindre sur nos idées, précisément, et nos convictions. C'est un auteur pour nous extrêmement important. Il est au Collège de France. C'est peut-être le meilleur spécialiste de la question du travail, des droits sociaux dans le monde. C'est quelqu'un qui est invité partout. Il a initié une université transdisciplinaire à Nantes pour les Nantais et les Bretons. Il est l'auteur d'un livre qui a beaucoup marqué, c'était L'Esprit de Philadelphie, qui était sorti au Seuil il y a une quinzaine d'années, et qui montrait comment progressivement, depuis 20 ans ou 30 ans, on déconstruisait tout ce qui avait été construit au moment de la guerre, l'État social, l'État-providence, etc. Ce livre est la continuité de ça, en fait. Alain Supiot veut reprendre la question de la justice sociale. Il veut la reprendre tout simplement parce qu'elle est de plus en plus mise au banc des priorités des États de l'Europe et de la France aussi, bien entendu. L'État social ne fait plus vendre, mais l'État social surtout n'est plus au cœur des priorités. Au cœur des priorités, c'est le développement économique, pas la justice sociale. Et donc il fait l'historique de cette justice sociale, comment elle est née. Et il s'appuie sur un texte qu'il publie in extenso de 50 pages. Le premier sociologue, penseur qui a parlé de la justice sociale, de l'importance de l'État-providence, de l'importance des communs, de l'importance de la redistribution, de l'importance de la sociabilité dans une communauté, dans un pays, c'est Émile Fouillet. On l'a complètement oublié. Il restaure ce texte, et le texte est
incroyable, publié, je crois, en 1895, toutes dernières années du XIXe siècle. Incroyable de justesse et d'actualité aujourd'hui. Il publie in extenso ce texte qui fait une cinquantaine de pages, et lui, en 60-70 pages, réexplique pourquoi ce texte est important, réexplique pourquoi, aujourd'hui, si on ne veut pas voir l'avancée, la continuité de l'avancée des extrémismes, il faut absolument repenser les liens sociaux dans nos sociétés développées. Il faut repenser et remettre au cœur la justice sociale. C'est vital, dit-il. C'est vital, sinon on est très très mal parti. Voilà, c'est à la fois la restauration d'un texte important et fondateur de la justice sociale et un appel d'Alain Supiot au retour au bon sens, j'allais dire. Voilà, important pour nous Alain Supiot, bien sûr. Éric Piolle, j'ai plus l'image, mais c'est peut-être, c'est pas grave, peut-être. Ah, pas de souci, d'accord. Alors, je prends Éric Piolle. Alors, Éric Piolle, là aussi, on est très heureux de publier Éric Piolle parce que c'est, là, je pense que vous le connaissez tous, c'est le premier maire, enfin, c'est le maire de Grenoble et le premier maire écologiste d'une très grande ville, 150 000 habitants dans son centre. Hein. Ce qui est passionnant avec Éric Piolle, c'est que il fait ce qu'il dit, c'est-à-dire son programme, il l'applique réellement. Il raconte dans ce livre comment il a été élu maire de Grenoble contre les institutions dominantes déjà. Hein, ça commençait à l'époque le dégagisme des institutions, donc le Parti socialiste qui avait presque une rente hein, à Grenoble, eh bien, vu le programme citoyen, là encore extrêmement intéressant, donc début émergence de la démocratie participative, hein, programme citoyen d'Éric Piolle, a été élu maire de Grenoble. Et ce qui est très intéressant dans ce bouquin, c'est comment au fond faire la transition. On en parle sans arrêt, faire la transition, la fameuse transition. Mais comment on l'a fait? Eh bien sans doute d'abord par les territoires. Et c'est comment ce que lui, maire de Grenoble, a pu progressivement faire cette transition. Et il a fait des choses extraordinaires. Autoroute, je vais citer des différents éléments. Hein. Retrait des panneaux publicitaires. On les remplace par des arbres. Bon, Decaux n'est pas très content, mais bon, hein, les arbres, c'est beaucoup mieux les arbres. Il y a les oiseaux qui viennent, hein, ça entretient la vitalité, l'écologie, etc. Piétonisation à grande échelle, autoroute à vélo, qualité de l'air, mesure exceptionnelle. Grenoble avait une qualité d'air terrible. Grenoble est dans une cuvette. Bon, la qualité de l'air a été, excusez-nous, il y a du bruit, il y a des travaux à côté. Et donc qualité de l'air, accueil des exilés, bio à l'école, solidarité sociale réinstaurée, verger collectif, école municipale de foot, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que Piolle s'inspire de ce qu'on appelle le municipalisme, c'est-à-dire la capacité des localités, des territoires à se développer différemment par le respect des démocraties participatives, et donc l'essor des démocraties participatives, par le respect des questions écologiques qui priment sur la question du développement économique, et on revient un petit peu à ce que disait Éloi Laurent, donc c'est un peu une incarnation pratique à Grenoble de ce qui se fait. Et aussi, et ce qui est très intéressant, il y a toute une partie qui est très intéressante dans le bouquin d'Éric Piolle, c'est comment il s'est opposé aux institutions et comment il vante en partie ce qu'il appelle, comme Thoreau, la désobéissance civile. Il y a parfois, quand on considère les crises environnementales ou sociales ou des migrants, on est obligé, si on veut respecter le mandat que les citoyens lui ont octroyé, on est obligé de désobéir. Et notamment sur la question des migrants, il a désobéi officiellement au ministère de l'Intérieur. Et c'est quelque chose de très intéressant parce qu'aujourd'hui, politiquement, on voit bien la montée chez les jeunes, mais aussi chez des politiques de haut rang, l'idée qu'on ne peut plus continuer, parfois, à faire selon les normes, lorsque précisément les enjeux sont plus importants que les contraintes qui nous sont imposées. Et donc dans la ville de Grenoble, il y a cette expérience locale, territoriale de la transition, et c'est en ça que le livre est vraiment intéressant. Voilà. Je pense que j'ai... Ah oui, alors, non, bon, j'ai pas fini, oui. Alors là, on passe à quelque chose de très différent. Jean-Jacques Cupiec. Et si le vivant était anarchique. Jean-Jacques Cupiec, pour ceux qui ont de la mémoire, a été le co-auteur d'un livre qui a été un best-seller au Seuil il y a, je dirais, je ne sais pas si j'ai la date, une vingtaine d'années, qui s'appelait Ni Dieu, ni gêne.
Le programme était déjà là, ni Dieu ni gène. C'était un des premiers livres qui expliquait que le gène ou la génétique n'explique pas tout. Kupiec, pour certains scientifiques, mériterait le prix Nobel. C'est un scientifique extrêmement important. C'est un scientifique aussi extrêmement créatif, qui n'est pas dans la ligne orthodoxe de la génétique aujourd'hui. Donc c'est un des premiers qui a dénoncé le programme génétique comme exclusif de l'explication du vivant, avec Henri Atlan notamment. Il a eu raison. Plus personne aujourd'hui pense, malgré la mise à nu du génome humain, que l'on peut tout comprendre de l'organisme humain si on a comptabilité les gènes de l'espèce humaine. C'était un leurre, et c'est ce que disait déjà Kupiec, et ça a été un leurre. Mais Kupiec, dans ce bouquin, va encore plus loin. Kupiec explique que si on veut comprendre les aléas de l'embryogenèse, développement des embryons, les aléas et les mutations des espèces, des organismes, des cellules à l'intérieur des organismes, il faut aller plus loin que la simple mise en cause du déterminisme du gène génétique. Il faut introduire au cœur même des cellules le principe aléatoire, le principe du hasard. Au fond, ce que dit Kupiec, c'est qu'on est encore prisonnier d'une idée qui gouverne encore nos sociétés depuis le XVIIe siècle, l'idée d'un ordre sous-jacent, l'idée d'un déterminisme et l'idée d'une causalité locale. Grosso modo, vous avez un ADN qui va transmettre à l'ARN et qui va transmettre à la protéine. C'est linéaire, causal, déterminé. Cette idée, elle reste, elle perdure dans nos systèmes de représentation du vivant, même si, dit-il, l'épigénétique a été un premier point qui a remis en cause ce déterminisme, mais, dit Kupiec, l'épigénétique pour lui existe, mais n'est pas suffisant pour expliquer l'embryogenèse et les caractéristiques du vivant, parce qu'il met la cause à l'extérieur du corps. Pour lui, la cause des mutations, elle est au cœur même des cellules. C'est le processus interne cellulaire qui est aléatoire. Et en cela, et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il applique la théorie darwinienne de l'évolution. Vous savez, darwinienne, il y a des mutations produites par le hasard qui vont être sélectionnées par l'espèce. Eh bien, il dit que la probabilité, le hasard, est au cœur des cellules, exactement comme dans les espèces vivantes. Les mutations se font au hasard et ensuite sont sélectionnées. Donc c'est une révolution épistémologique extrêmement intéressante. Je peux vous garantir que Jean-Jacques Kupiec est un scientifique de renom, de premier ordre, et absolument passionnant. Et j'espère que ce livre connaîtra sans doute pas un très 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 grand succès, parce que c'est quand même un livre de science, mais un succès pas négligeable. Voilà. Et je vous passe la parole à Nicolas pour le mois de novembre. Je vais prendre la suite. Je vais aller un peu plus vite pour pouvoir vous envoyer la vidéo, sinon ça va être compliqué. On parlait avant novembre, de la fin octobre et de la troisième salve de Poche Plus que nous allons sortir. Et vous tenir informé aussi du bon démarrage quand même de la collection depuis le 10 avril, avec déjà des réimpressions, notamment celle de Pablo Servini de Côté Chapelle sur l'entraide que nous avons déjà réimprimé par 2 fois. Également Joël de Ronet que nous avons déjà imprimé, Tom Hodkinson qui est en cours de réimpression. Donc sur les 4 premiers titres que nous avons fait paraître en poche, c'est plutôt une très bonne chose. En plus des 2 poches plus dont je vous ai déjà parlé lors de ma dernière présentation et qui sortiront en septembre, nous allons faire paraître 4 titres supplémentaires, donc on va être à une petite dizaine sur l'année. Le titre de Guillaume Pitron, La guerre des métaux rares, qui sera, comme tous les poches plus, augmenté d'un nouvel avant-propos. Donc un livre qui a déjà des excellents résultats en édition courante. On est à plus de 40 000, 42 000 sur cet ouvrage. Les ouvrages de Karine Loumatignon, elle a dirigé ces ouvrages, donc Révolution animale, qu'on sortira donc en 2 volumes différents. Le premier sur le génie des animaux et le deuxième sur les relations entre les hommes et les animaux. Et pour finir, l'ouvrage de Sophie Marinopoulos, qui est sorti il y a maintenant 6 ou 7 ans, sur le déni de grossesse, ainsi que l'ouvrage de Tom Hodkinson, qui est paru l'année dernière en édition courante. Ces 5 titres seront accompagnés d'un lot d'affiches en PLV qu'il ne faut pas hésiter à proposer aux libraires. C'est des lots de 3 qu'on est en train de faire. Donc pour l'instant, on a
que des visuels provisoires. Et également, on remet une 200 de mémoire croisillon 4 titres à la disposition des libraires qui souhaiteraient pouvoir animer leur lieu de vente en utilisant cette PLV. Ce point sur les poches étant fait, je vais vous parler rapidement du programme de novembre, en vous disant pour commencer que un titre, une fois n'est pas coutume, de septembre est décalé à novembre. Il s'agit du titre d'Yves Cochet sur l'effondrement qui vient. Donc Yves Cochet, juste pour vous tenir informé, il fait beaucoup de médias en ce moment. On lui a demandé de stopper un petit peu pour Complètement. complètement même de stopper complètement pour en garder sous le coude lors de la sortie de son ouvrage, donc qui sortira début novembre. Mais c'est vraiment, il est très demandé. On n'a aucun doute sur le fait qu'il y a un plan média d'envergure. C'est vraiment le pionnier sur la question de l'effondrement. C'est le père de la collapsologie en France. Tous les jeunes, enfin, plus jeunes que lui en tout cas, s'y réfèrent, comme Pablo par exemple, mais beaucoup d'autres aussi. Donc voilà, cet ouvrage-là sortira finalement début novembre. Sur novembre, il nous reste donc 2 titres à aborder. Celui de Diana Filipova, pardon, Technopouvoir, qui est une réflexion importante sur les liens quasi consanguins qui peut exister entre les pouvoirs à la fois technologiques, on parle là des GAFA par exemple, le pouvoir politique et le pouvoir économique. Diana Filipova qui est donc qui a oublié d'être bête et qui est très diplômée notamment d'HEC, de sciences politiques, a travaillé chez ces grandes entreprises, notamment chez Microsoft récemment, et s'interroge sur la dimension quasi totalitaire de ce nouvel état de fait, donc cette collusion entre les pouvoirs technologiques et politiques en l'occurrence, car ces entreprises privées deviennent plus puissantes que les États, je vous apprends rien, en vous disant notamment, et en prenant l'exemple de tout récent de Facebook, plus de 2,7 milliards d'utilisateurs, qui a lancé sa monnaie Libra. Et Henri est parti avec enfin, son téléphone. Hop là, Henri Henri Bon. Donc je reprends. Oui, donc voilà, je parlais de Facebook avec ses 2,7 milliards d'utilisateurs et donc la monnaie qu'ils sont en train de lancer pour 2020, Libra, qui interroge vraiment quand même sur le pouvoir que prennent ces organisations privées, la façon de s'en contrôler, la place que prend la démocratie, enfin qui reste à la démocratie dans un pouvoir économique aussi fort. Donc il s'agira d'un livre qui analysera essentiellement ce technopouvoir, ses stratégies et son fonctionnement, et proposer évidemment des pistes pour le combattre. J'avance sur ce titre-là, on n'a pas encore le texte. Tous les textes dont Henri vous a parlé, que j'aurai au fur et à mesure de l'été, je vous les ferai passer comme d'habitude. Celui-là, ça sera au courant de la fin juillet. Je vous parle d'un dernier livre qui nous fait faire un petit pas de côté, qui s'appelle provisoirement Les infographies décalées de la Macronie, qui est signé d'une jeune journaliste qui a pris comme pseudonyme Data YOLO, pour ceux qui comprennent ce que ça veut dire. Voilà, Data, les données, YOLO, c'est YOLO, you only live once, il faut y aller. Elle est assez connue sur les réseaux sociaux, elle publie notamment de manière hebdomadaire sur Slate, elle est journaliste pour Libé, elle fait d'autres choses beaucoup plus sérieuses, mais ce qui nous a fait la contacter, c'est justement ces petites infographies décalées assez drôles et incisives. Donc c'est pas le genre de bouquin qu'on fait trop habituellement, mais il y a quand même un vrai message politique avec pas mal d'ironie, car en reprenant les codes de ces infographies assez sérieuses, les camemberts, les bâtons, etc., elle décrypte l'actualité de manière très décalée. Je vous laisse regarder sur les argumentaires. On a mis 5 ou 6 exemples en quadri, donc ce sera un ouvrage quadri qui comprendra une soixantaine d'infographies, donc qu'on appelle des data YOLO, en regard d'une citation qui illustrera et qui incarnera un petit peu le contexte dans lequel cette infographie est donnée. Commercialement, faut pas voilà, ça reste un livre donc pour les fêtes de Noël qui sera accompagné d'une PLV avec un petit stock pile qu'il ne faut pas hésiter voilà, à proposer aux libraires également. Voilà, nous ça nous a fait un peu marrer de se dire que c'était un bon moyen d'analyser la Startup Nation que d'utiliser ces infographies décalées et assez ironiques comme vous pourrez le voir sur les argumentaires. On fera passer également début septembre grand maximum les premiers textes de cet ouvrage, les premières infographies. Je pense qu'on est bon, sinon ça va être trop lourd pour que je puisse pas vous l'envoyer par WeTransfer. Donc je vais m'arrêter là. Henri, vous voulez dire au revoir? Voilà, je vais dire au revoir.
Bonne fin de semaine de réunion. Et Henri qui vient pour vous dire au revoir. Eh bien, écoutez, oui, bonne journée hein, dans cette canicule. Et puis à très vite, j'espère qu'on sera là la prochaine fois. Voilà. Bon À été, bonne bientôt, bon protection, au été. revoir. Ouais.